Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler de prototypes et de concept cars oubliés de la marque Renault. Alors avant de commencer sur la vidéo, je tenais à vous dire que je ne pourrais pas forcément parler de tous ces prototypes et concept cars en détail. Déjà parce qu'il y a peu d'informations à leur sujet et parce que c'est des véhicules qui ont été rapidement abandonnés, mis de côté, donc ils n'ont pas forcément une très grande histoire. Donc je tiens à vous dire que ce sera plus une compilation de plusieurs prototypes et concept cars, les unes à la suite des autres, selon l'histoire de Renault au fil du temps. Donc on va commencer dans les années 50 pour terminer jusque dans les années 90. Bon, je commence tout de suite sur les années 50 parce qu'en réalité auparavant j'ai pas trouvé grand chose dans les années 30 et les années 20, il n'y avait pas de prototype et de concept car particulier. Donc on va commencer directement dans les années 50 avec le projet 600. Alors le projet 600, c'est un véhicule qui a été développé afin de mieux rentabiliser l'espace dans une voiture. L'idée était de réaliser une voiture plus compacte afin d'avoir une voiture plus petite qui pourrait être facilement logeable en ville. L'auto sera étudiée par Ferdinand Piccard, Maurice Olville et Robert Barthaud. Le projet 600 reprend la base technique de la Dauphine et Renault avait même pensé à utiliser la voiture comme taxi. Mais finalement, le projet 600 ne sera jamais lancé en série. Alors Renault réfléchira à un autre véhicule du même genre, mais plus dans l'idée d'en faire un véhicule haut de gamme, avec le projet 900, qui reçoit un V8 et une carrosserie en aluminium, permettant d'avoir un poids contenu à 1000 kg. Mais suite à l'échec de la Renault Frégate, il était peu judicieux de lancer un nouveau modèle haut de gamme. Ces projets de voitures compactes seront donc abandonnés. En 1962, Renault développe un prototype de voiture ultra aérodynamique. Il s'agit de la CX-15, dont le nom fait référence au coefficient de pénétration dans l'air. Mais finalement, l'auto ne sera jamais présentée officiellement par la marque et tombera rapidement dans l'oubli, avant de refaire surface dans des expositions plus récentes présentant des anciens concept cars de la marque Renault. En 1968, Renault retente de sortir un projet de voiture haut de gamme avec le projet H. Et ce projet a été réalisé en partenariat avec Peugeot, car les deux marques s'étaient rapprochées afin de pouvoir développer des choses en commun. Et c'est pour cette raison-là, par exemple, que la Renault 14 se retrouvera avec un moteur d'origine Peugeot. Et pour le cas du projet H, les deux constructeurs seront présents. L'idée était de créer une voiture haut de gamme avec un V8 3 litres. Sauf que finalement, Peugeot et Renault se sont rendus compte que le projet H allait coûter trop cher à cause du V8. Et selon les pronostics, la voiture allait se vendre à 150-200 exemplaires par an environ, ce qui était trop peu. Et finalement, Renault et Peugeot se rabattront sur un projet beaucoup plus simple, créer un moteur en commun avec Volvo, le V6 PRV. Au début des années 70, Jean Rédélé, le patron d'Alpine, cherchait à développer un véhicule de masse. C'est pour cette raison qu'il fera développer l'Alpine de ville, un prototype de voiture électrique utilisant une base de Renault 4 raccourcie. L'idée était d'arrondir les fins de mois avec une voiture qui pourrait se vendre beaucoup plus. Mais finalement, le projet sera annulé, mais le prototype existe toujours. Alors d'ailleurs, en parlant d'Alpine, il existe également un autre projet qui devait inclure Renault et Alpine, et il s'agit en fait de la Renault 30 coupée, qui devait être une version plus sportive de la Renault 30, mais le projet sera très rapidement abandonné et ne dépassera même pas les feuilles de dessin. Il n'y a aucun prototype qui a été construit, aucune maquette, c'est juste des dessins. Comme je vous l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos sur la Renault 12 et la Renault Fuego, les Argentins ont toujours été des grands friands de la marque Renault. Ils avaient même un modèle spécifique, la Renault Torino, sauf que ce modèle commençait déjà à dater, et Renault Argentine souhaitait développer une remplaçante, mais avec plus d'ambition, car cette remplaçante devra également s'implanter dans le haut de gamme. Il s'agit du projet de la Renault 40, qui sera développé conjointement avec Renault France. Le design sera réalisé par plusieurs designers français, Jean Tauprieux, Robert Broyer et Gaston Juchet. Côté motorisation, Renault reprend le 6 cylindres de la Torino, mais il l'équipe d'une injection, ce qui permet d'avoir un moteur un peu plus moderne et un peu plus performant.
Renault Argentine était alors prêt à sortir la voiture en série, sauf que Yvon Lavaux, le patron de Renault Argentine, décède suite au crash de son avion. Et puis quelques mois plus tard, la crise pétrolière éclate, et dans ces conditions, le projet de la Renault 40 est annulé, puisqu'il n'y a aucun intérêt de sortir une voiture haut de gamme en pleine crise pétrolière. Au cours des années 50-60, il y a beaucoup de mini citadines qui sont sorties, je pense par exemple à l'Austin Mini, ou encore à l'Auto Bianchi A112, mais on pourrait encore en citer pas mal d'autres. Et Renault pense qu'il pourrait essayer de s'implanter dans ce marché de mini-citadines. Alors ils avaient déjà tenté de faire une voiture économique avec la Renault 3 qui était une Renault 4 mais plus économique, mais ça n'a pas du tout marché, ça a été un énorme échec. Renault lance alors le projet de la Renault 2, il s'agit donc d'une mini-citadine utilisant le moteur de la Renault 4 monté de manière transversale et rabaissé à 25 chevaux, afin de pouvoir proposer une voiture moins taxée par rapport aux autres véhicules standards. La voiture avait été annoncée pour l'année 1974, mais finalement le projet sera annulé et personne ne sait pourquoi. Il s'agit probablement d'une belle occasion manquée pour Renault car cette Renault 2 aurait pu connaître un grand succès. Au cours des années 70, Renault a également expérimenté plusieurs prototypes afin de tester des nouvelles technologies. Par exemple, il y a eu la Renault BRV qui servira de tester des nouveaux moyens de sécurité afin d'obtenir une voiture qui protège mieux des accidents, et certaines idées seront aussi réutilisées sur la Renault 30 et la Renault 18 qui s'inspirent directement de ce prototype BRV. Il y a aussi la Renault Épure qui sera également construite à peu près dans le même objectif afin de tester l'aérodynamique, la sécurité, la consommation d'essence, etc., etc. En 1978, Bertone propose une proposition de design pour le nouveau modèle de la marque. Il s'agit de la Renault 142. Cette voiture sera donc designée par Marcello Gandini et elle s'inspire pas mal du design de la Ferrari Rainbow qui a également été réalisée par Bertone. Mais finalement, Renault a trouvé que la proposition de Bertone était trop avant-gardiste pour un modèle de série. Et finalement, Renault optera pour un design beaucoup plus basique avec la Renault 9. Donc finalement, la 142 aurait pu être le design de la Renault 9, mais Renault en aura décidé autrement. Au début des années 80, Renault réalisera la Renault Eve, un prototype concept car, je ne sais pas trop comment le définir, qui servira de test pour essayer de tester des nouveaux moyens d'améliorer l'aérodynamisme par rapport à une voiture traditionnelle, ce qui permet d'avoir un véhicule qui consomme beaucoup moins d'essence. En fait, la Renault F consomme 25% d'essence en moins par rapport à une Renault 18. Ce qui était impressionnant, surtout que la Renault Eve se base sur une Renault 18. Cette voiture est également équipée d'un système d'ordinateur qui gère l'accélération afin de calculer le meilleur ratio possible afin d'avoir une bonne accélération tout en ayant une consommation d'essence réduite. Renault expérimentera aussi la même chose avec un moteur turbo-diesel, ce qui permettra à la Renault Eve de proposer une consommation encore plus réduite. Cependant, ce véhicule ne restera qu'un prototype. Mais je suppose que Renault réutilisera certaines idées sur d'autres modèles de la gamme afin d'abaisser les consommations d'essence. Durant les années 80, Renault était dans une position financière difficile. Le lancement de la Renault Super 5 et de la Renault 25 ne s'est pas passé aussi bien que prévu. Et la marque aux losanges envisageait sérieusement de fermer son usine de Billancourt, ce qui révoltera les employés ainsi que la CGT. Alors, dans le but de convaincre Renault de garder l'usine et les employés qui vont avec, eh bien ils décideront de proposer un concept de voiture économique qui pourrait être produit dans l'usine de Billancourt. Il s'agit de la Renault Neutrale, un véhicule simple utilisant un moteur de Renault 5. L'usine de Billancourt sera donc soutenue par la CGT, car l'enjeu, comme je l'ai dit, était important, il fallait maintenir les emplois au sein de l'usine. Sauf que l'ennui, c'est que Renault avait déjà un projet similaire en cours de développement. Par conséquent, eh bien, ils donneront un prétexte bidon en affirmant que le projet ne serait pas rentable, avant de finalement sortir la Twingo quelques années plus tard, qui reprendra exactement le même concept que celui de la Neutrale. Et finalement, l'usine de Billancourt finira par être fermée par Renault en 1992.
En 1983, Italdesign proposera un concept pour le compte de Renault avec la Renault Gabbiano, qui est une sorte de coupé sportif avec des ailes papillons et un tableau de bord numérique. Il est intéressant de noter que pour la partie arrière, eh bien, ce sera une source d'inspiration pour la conception de l'arrière de la Renault Super 5, car le style est vraiment très similaire. Alors la Gabbiano ne sera jamais produite en série car en fait il s'agissait juste d'une simple étude de style, d'où notamment le fait que l'arrière aura été repris sur la Super 5. Depuis les années 50, Renault avait tenté plusieurs fois de sortir des modèles sur le marché américain, mais à chaque fois ça n'a jamais réellement fonctionné car ces voitures n'étaient pas du tout adaptées au marché américain et aux préférences du public américain. Alpine avait alors tenté d'expérimenter un projet de 4x4 destiné pour le marché américain avant d'abandonner. Puis finalement le BEREX, le bureau d'études qui avait l'habitude de s'occuper de la conception des Alpines, travaillera avec Renault dans l'objectif de sortir un 4x4 Renault, toujours pour le marché américain. Mais finalement le projet sera abandonné encore une fois. La raison est évidente, Renault a racheté la marque américaine AMC afin de pouvoir vendre ses modèles au sein des concessions AMC. Et en rachetant AMC, Renault a aussi racheté la marque Jeep. Par conséquent, quel serait l'intérêt de sortir un 4x4 Renault alors que juste à côté il y a Jeep? Et de toute façon, le public américain était davantage habitué au Jeep qu'au Renault, donc le projet ne valait même pas la peine d'être tenté. Après le rachat d'AMC par Chrysler, puisque Renault vont finalement revendre AMC à Chrysler, ces derniers vont découvrir ce projet de 4x4 organisé par Renault et vont tenter de le lancer avant de finalement abandonner. Parallèlement à ça, Renault tente de développer un modèle spécialement adapté au marché américain, avec la Renault Premier, qui se base sur un châssis de Renault 21 avec un V6 PRV et des équipements spécialement conçus pour la clientèle américaine. Et Renault avait prévu d'ajouter une version coupée de la Premier. Il s'agit de la Renault Allure. Cette dernière recevra un V6 PRV de 3 litres de cylindrée et son design était assez audacieux car Renault prévoyait de concevoir une voiture entièrement vitrée à l'arrière, ce qui donne l'impression que le toit n'est pas relié à la carrosserie sur la partie arrière, alors qu'en réalité c'est bien le cas, c'est juste que les arches à l'arrière sont très fines et cachées donc elles paraissent invisibles. Mais finalement, une suite d'événements malheureux finira par tuer le projet de la Renault Allure. Déjà, Georges Besse, le PDG de Renault, meurt assassiné par des terroristes d'extrême gauche. Il est donc remplacé par Raymond Lévy qui décidera d'arrêter complètement l'aventure américaine. Il faut dire que Renault n'était pas du tout rentable sur ce marché, et la valeur du franc s'était complètement écroulée par rapport à la valeur du dollar, donc cela valait même pas le coup de continuer. Alors la marque AMC sera revendue à Chrysler, mais ces derniers ne reprendront pas le projet de la Renault Allure, et les prototypes finiront par disparaître mystérieusement. Durant les années 90, Renault décidera de réaliser une voiture de rallye avec 4 roues motrices sur la base de la Renault 19. Il s'agit de la Renault 19 Turbo Quadra. L'auto sera étudiée par le BEREX et elle devait recevoir un moteur 1,8 litre turbo développant 300 chevaux pour la version de course et 180-190 chevaux environ pour la version de route, car l'idée était d'engager la voiture en groupe A en produisant une version de série afin d'obtenir une homologation en rallye. Le projet sera finalement annulé et cela pour plusieurs raisons. Déjà parce que le moteur n'était pas très fiable. Renault l'a testé mais il ne fonctionnait pas très bien. Et la seconde raison c'est que il y a eu l'arrivée de la Renault Clio Maxi. En effet, les constructeurs français avaient réussi à négocier avec la FIA afin d'inclure une sous-catégorie au groupe A, car développer des voitures de roues à 4 roues motrices, ça coûte très cher. L'idée était de proposer à la FIA une catégorie moins chère en kit car. On part donc d'une structure de voiture de série afin d'ajouter un kit pour la transformer en véhicule de rallye, ce qui coûte beaucoup moins cher, parce qu'en réalité, une voiture de rallye classique ne partage quasiment rien en commun avec un modèle de série, ce qui signifie que cette Renault 19 n'en est réellement pas une. En fait, c'est juste une voiture de course qui est déguisée en Renault 19 en réutilisant juste quelques rares composants qui proviennent des Renault 19. Mais il n'y a pas grand chose finalement de la Renault 19, elle a juste été sculptée pour ressembler à une Renault 19. Donc avec la Clio Maxi, Renault ont fait des économies tout en gagnant beaucoup de victoires en compétition. Donc ce projet de Renault 19 n'avait plus aucun intérêt. Et justement, en parlant de la Renault Clio, le savez-vous que cette dernière est équipée d'un GPS ? En effet, la Clio Navigation disposait d'un GPS intégré. Voilà. Donc le nouvel itinéraire est en cours de calcul. Nous allons pouvoir partir. Prendre la première à droite. Alors vous avez un message sonore accompagné de ce schéma donc qui vous apporte un peu plus d'informations.
la deuxième à droite. Ensuite, prendre la première à gauche. Évidemment, ce système électronique qui, vous l'avez compris, vous guide à travers les rues de la capitale n'est pour l'instant qu'un prototype. Karine, c'est son nom, est en fait un ordinateur embarqué qui analyse les déplacements de la voiture grâce à des odomètres placés dans les roues et une boussole implantée dans le pavillon. En fonction de ces informations, il détermine alors la position du véhicule sur la carte routière qu'il a en mémoire et calcule le chemin emprunté. Nous sommes arrivés. Difficile de se tromper de route car il suffit de suivre les indications et en cas d'erreur, un nouvel itinéraire est même recalculé. Malheureusement, aucune commercialisation n'est encore prévue, mais entre-temps, le système va être perfectionné, l'électronique pourra recevoir une cartographie complète d'un pays et des informations routières en temps réel. Peut-être sera-ce alors la fin des embouteillages. Cependant, la Clio Navigation ne restera qu'un prototype qui ne sera jamais commercialisé, car cette option de GPS coûtait trop cher pour une Clio. En revanche, on retrouvera ce même système de GPS sur la Renault Safran. Renault a osé ce que Citroën n'avait pas voulu tenter sur sa Citroën XM, qui aurait dû elle aussi recevoir un GPS intégré, mais ils ont annulé le projet. À la fin des années 80, Renault s'était rendu compte qu'Alpine vendait des véhicules qui coûtaient trop cher. En effet, l'Alpine GTA aura été un semi-succès. Et beaucoup d'anciens clients d'Alpine étaient nostalgiques de l'Alpine A110. Alors Alpine concevra une voiture plus économique, mais surtout une berlinette qui devra être aussi légère que la 110. Le poids sera donc limité à 900 kg, le moteur est positionné en position centrale arrière, il s'agit du moteur de la Clio Williams. La carrosserie est réalisée en matériaux composites et le châssis est en aluminium. Alpine étudiera deux propositions de style différentes pour les deux prototypes. Les tests sont prometteurs puisque la 710 accélère beaucoup mieux par rapport à la 610. Mais finalement le projet sera annulé car Renault jugera qu'Alpine n'était plus du tout rentable. La 610 a été un échec monumental et la 710 risquait elle aussi d'être un échec. La marque Alpine disparaît donc au profit de la nouvelle division Renault Sport et la 710 servira de base d'inspiration pour la conception du Renault Sport Spider. Au cours des années 90, Renault a sorti pas mal de voitures de sport et notamment la Safran Biturbo, mais à l'origine elle n'aurait pas dû être la seule voiture recevant un système biturbo. En effet, Matra y avait déjà pensé. Alors pourquoi je vous parle de Matra? Eh bien parce que Matra avait convaincu Renault de produire leur véhicule en série, le Renault Espace, qui était conçu par Matra. Et Matra avait essayé d'y placer un V6 PRV biturbo de 305 chevaux pour 238 km/h en vitesse de pointe. Le 0 à 100 était abattu en 5 secondes 6. Mais bon, il s'agissait juste d'un simple délire d'ingénieur qui ne connaîtra aucun lendemain. Mais au lancement de l'Espace 2, Renault prévoit d'y ajouter une version V6. Alors Matra tentera d'aller plus loin en proposant un Espace 2 biturbo, mais là dans l'objectif de le sortir en série. Il s'agit donc du projet P46 qui utilise un V6 PRV biturbo de 273 chevaux pour 241 km/h en vitesse de pointe. Le 0 à 100 est abattu en 7 secondes 5. Finalement, le projet sera annulé par Renault qui considérait que ce projet était trop farfelu et trop éloigné du concept de base du Renault Espace, car l'Espace c'est juste une voiture familiale, ce n'est pas une voiture de sport. Dans le même genre, il y a eu la Renault Laguna Biturbo. Cette auto a été développée par la société Hardge, et c'est cette société qui a réalisé le moteur de la Safran Biturbo, sauf que cette dernière coûtait bien trop cher à l'achat. L'idée de Hardge était alors de proposer un véhicule ayant un prix d'achat moins élevé qu'une BMW M3 E36 tout en proposant des performances légèrement supérieures avec un V6 PRV de 280 chevaux pour 254 km/h en vitesse de pointe. L'auto recevait donc un kit carrosserie spécifique inspiré des Laguna de compétition, des jantes de Safran Biturbo ainsi que des suspensions plus fermes. Mais bon, suite à l'échec de la Safran Biturbo, Renault n'a pas voulu prendre plus de risques car la Laguna Biturbo n'avait pas que des avantages. Parce que si l'auto avait un meilleur rapport qualité-prix par rapport à une BMW M3, elle n'était pas aussi bien équipée qu'elle. L'intérieur restait standard, le moteur lui disposait de quelques petits problèmes de fiabilité. Et d'ailleurs, ce moteur de 280 chevaux, à l'origine, il aurait dû être équipé sur la Safran Biturbo. Mais Renault avait refusé pour le rabaisser à 268 chevaux pour des questions de fiabilité et notamment d'adaptation sur la boîte de vitesse. Et justement, parlons-en de la boîte de vitesse. Elle était imprécise et elle n'était pas non plus adaptée pour supporter une puissance aussi grande. C'était un peu le même problème sur la Safran Biturbo. Mais en pire, puisque la boîte de vitesse était fragile, elle avait tendance à rendre l'âme très rapidement.
Et la motricité n'était pas top non plus, car il s'agissait d'une traction. Donc, contrairement à la Safran biturbo qui elle était une 4 roues motrices. Parce que l'idée de base c'était d'en faire une 4 roues motrices, mais Hardge avait trouvé que ça coûtait trop cher et il fallait faire une voiture qui coûte pas trop cher. Donc en fait cette Laguna elle se comporte bien en ligne droite, mais dans les virages c'est bof bof et quand la route est mouillée, il faut mieux être prudent. Le freinage était également imparfait et la voiture était déséquilibrée à cause de son gros moteur placé à l'avant. Sans oublier que la Laguna n'est pas aussi classe que la BMW M3, et puis la sonorité de cette Laguna était volontairement effacée, ce qui signifie que cette voiture ne fait pas plus de bruit qu'une Laguna classique. C'est quand même un peu dommage d'acheter une voiture équivalente à une BMW si c'est pour se retrouver avec une voiture dont la sonorité est totalement banale. Donc finalement Hardge ne réalisera qu'un ou deux prototypes avant d'abandonner le projet. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors bon, c'est assez différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, car ici il s'agit plus d'une compilation de plusieurs voitures différentes. Mais j'espère quand même que malgré tout ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je refasse un format similaire. Ou si au contraire, n'hésitez pas à me dire que vous préférez peut-être les formats que j'ai l'habitude de faire habituellement. Bon, dans tous les cas, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur la chaîne et je vous souhaite une bonne journée. On se revoit dans quelques temps. Allez, bye bye!